Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui dans ce cours pour réfléchir à la question non seulement de la démarche scientifique, mais du rôle de l'expert et du rôle de l'étude dans l'expertise. En effet, on oppose très fréquemment le chercheur à l'expert ou au consultant. En réalité, derrière ces trois professions, il y a la même démarche rationnelle, la même volonté de comprendre, de connaître et d'établir des vérités afin de pouvoir éclairer une décision ou une réflexion. Donc le but de ce cours aujourd'hui, c'est à la fois de s'appuyer sur ce qu'est une recherche, tant au niveau scientifique qu'au niveau de l'étude, mais aussi de distinguer très clairement ce qu'est un chercheur, ce qu'est un expert, ce qu'est un témoin ou ce qu'est l'opinion commune. Nous allons donc réfléchir à ce qui fonde la démarche rationnelle dans la prise de décision et qui est la marque même de la modernité et des sociétés modernes. En introduction, nous allons d'abord établir quelques définitions et nous allons aussi casser des a priori, rompre avec certaines traditions, rompre avec certains mots, en essayant d'éclaircir un peu tout cet espace de la science, tout cet espace de la démarche rationnelle, et plus particulièrement de réfléchir à ce que sont véritablement les sciences de l'information et de la communication. La première chose qu'il faut le rappeler, la science est avant tout une démarche. La science est avant tout une pratique. La science est une profession. Plus largement, la démarche rationnelle est le fondement de toute réflexion d'expertise et de toute réflexion dans des organisations complexes et modernes. C'est un processus, donc c'est un métier, c'est des compétences, c'est des savoir-faire, c'est des process qui sont à la charge de la fabrication de la vérité. Parce qu'évidemment, la vérité, ce n'est pas une évidence. La vérité, ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas ce que je pense spontanément. Ou sinon, il n'y aurait pas eu autant de développement depuis 2500 ans, autant d'interrogations sur l'épistémologie, autant de développement de méthodologie et de compétences autour de la science. La vérité, c'est avant tout une quête, la recherche de quelque chose qui n'est pas là par évidence, qui n'est pas donné immédiatement. Et cette quête passe avant tout par la quête de l'information, la quête du témoignage, la quête de l'ensemble des traces qui peuvent me permettre de reconstituer un objet dans son essence et dans sa vérité. Le fondement même de la démarche scientifique, c'est l'enquête. C'est le processus inquisitorial. On voit par l'ambiguïté de ce mot que l'enquête, le processus inquisitorial, est lié même à la question du pouvoir, à la question de rechercher la vérité pour faire quelque chose, pour améliorer la décision, pour donner plus de pouvoir. Dès le départ, dans cette question inquisitoriale, dans cette question de l'enquête, il y a l'idée de pouvoir avoir du pouvoir sur soi, avoir du pouvoir sur le monde et avoir du pouvoir sur les autres. Donc vérité et pouvoir, comme nous l'a très bien expliqué Michel Foucault, sont fortement liés. Depuis Hérodote, c'est-à-dire depuis 300 ans avant Jésus-Christ, la question de l'enquête est le fondement même de la recherche de la vérité contre l'opinion. Ensuite, ce pouvoir d'enquête, ce pouvoir inquisitorial, toujours au service du pouvoir d'État, toujours au service du pouvoir des puissants, a connu une amélioration technique, une progression de compétences, d'efficacité, d'efficience, jusqu'à atteindre l'époque des Lumières où il va se libérer véritablement du mariage qu'il a avec le pouvoir. Mariage qui a toujours été ambigu et évidemment conflictuel, parce que le pouvoir n'est pas toujours à la recherche de la vérité lui sert, mais quand elle lui dessert, quand la vérité lui dessert, en général, il s'en débarrasse. On préférera le mot plus moderne d'étude. L'étude est véritablement ce qui rejoint toutes nos professions de la démarche rationnelle, à la fois la recherche et l'expert et le consultant. Il s'agit ici d'un seul et même objectif, réduire la part de parcellaire qu'il y a dans la subjectivité, réduire la part de l'arbitraire qu'il y a dans l'irrationalité pour fonder une représentation de la réalité qui soit à la fois logique, c'est-à-dire dont toutes les relations catégorielles sont fondées, sont partagées et sont vérifiées, et en même temps reproductible, c'est-à-dire pas du tout associée à un certain point de vue à un certain moment. Une vérité, une loi scientifique ou une règle découverte dans le fonctionnement d'une organisation, c'est quelque chose qui a une certaine stabilité et qui ne dépend pas de celui qui l'a observé. De plus,
Normalement, du fait de cette objectivité, ces règles sont facilement reproductibles. Dans les mêmes conditions, dans les mêmes modes d'observation, on doit pouvoir retrouver des résultats plus ou moins une certaine marge d'incertitude. Donc l'étude se fonde sur une méthodologie qui va permettre de se débarrasser de sa subjectivité, qui va permettre de se débarrasser de cette particularité, au point que cette méthode pourra être réutilisée par n'importe qui en capacité de la mettre en œuvre. C'est ça le fondement de l'objectivité, et c'est ça aussi le fondement de la science. Il s'agit d'une observation systématique pour pouvoir rendre une représentation de la réalité indépendante de l'observateur. Elle va se fonder donc sur l'observation de faits qui sont en général constitués en population, donc de nombreux faits, qui permettent d'observer la présence à la fois d'une essence, de quelque chose qui dépasse chacun des éléments, et de règles qui relient ces essences, de lois, qui permettent de dépasser un fait ponctuel, un événement. La science recherche l'essence des choses, ce qui est au-delà de la particularité de chacun des individus, mais en même temps, elle cherche des règles, des lois qui font que ces essences sont établies, sont reliées d'une façon pérenne. Donc, on travaillera sur une population d'individus qu'il s'agira en premier lieu de décrire, puisqu'il s'agit de définir son essence fondamentale. Ensuite, il s'agira d'expliquer cet individu au regard de tel ou tel phénomène, et donc de mettre en relation des caractéristiques particulières d'un individu avec un phénomène particulier. Il s'agira aussi de comparer, de pouvoir mesurer la variabilité de ces essences, leur diversité. Et donc, enfin, il s'agira d'étudier sur le long terme, de comparer dans le temps, ce qu'on appelle les études longitudinales, ces essences, ces phénomènes que l'on essaye d'expliquer. Vous voyez, fondamentalement, c'est une profession qui va se décomposer en 4 étapes. La première, c'est de se poser la question du problème, restreindre son sujet, restreindre l'objet que l'on veut étudier. La démarche scientifique, comme la démarche d'expertise, est extrêmement lourde et elle va nécessiter évidemment de réduire l'objet sur lequel on veut travailler et de réduire la question de la relation qu'on interroge entre les essences. Moins on aura de moyens, moins on aura de temps, plus cette réduction devrait être extrême, plus cet objet devrait être restreint, stabilisé. La différence entre le chercheur et l'expert à ce niveau, c'est que l'expert a très peu de moyens en fait et très peu de temps. Mais en même temps, il a moins d'ambition. Il ne cherche pas une loi générale, il ne cherche pas une théorie générale. Il est plus proche d'un terrain extrêmement particulier. L'entreprise où il travaille, le cas particulier qu'il étudie. Donc l'expert va profiter de la réduction de ce territoire, de la réduction de l'étendue de sa recherche pour aller beaucoup plus vite et pouvoir cerner très rapidement une problématique. De plus, en général, on est expert de quelque chose. Donc les problématiques sont très cernées, on les possède depuis longtemps. En fait, on a la problématique avant de voir le cas. On a d'abord appris les problématiques et ensuite on va les appliquer dans des cas particuliers. Donc c'est pour ça que l'expert, contrairement au chercheur, va aller beaucoup plus vite, va coûter beaucoup plus rapidement et va aller directement au point. Inversement, il nous faut le chercheur pour découvrir les problématiques, pour les fabriquer, pour en faire émerger des nouvelles, pour éclairer des champs qui n'étaient pas éclairés jusque-là, pour regarder des problèmes qui étaient jusque-là en dessous du radar de l'expertise et de l'opinion commune. Deuxième élément, c'est la collecte de données. Une fois qu'on a son problème, il y a toute une démarche d'extraction de données, des outils, des méthodes, des savoir-faire pour aller chercher ces données. En effet, à ce moment-là, il y a une certaine élaboration, un certain design de la collecte de données. L'expert, évidemment, lui, il aura une méthodologie qui sera fondée, établie, qui aura été expérimentée de nombreuses fois, qui sera solide, et il n'aura pas à se poser la question. À une problématique donnée, il a une collecte de données qui est même parfois industrialisée et qui lui permet de récupérer extrêmement rapidement les données, sa méthodologie est stabilisée et parfois même son outillage est stabilisé. L'expert dans une entreprise sait quel type de données il va récolter, quelle méthodologie il va mettre en place pour les extraire et pour les rassembler. C'est une question assez rapide, assez réglée, alors qu'encore une fois, le chercheur, lui, va devoir tout fabriquer. Sa problématique étant nouvelle, il va devoir s'interroger sur l'ensemble des palettes d'outils qu'il possède, l'ensemble des méthodologies
qu'il peut mettre en place pour collecter des données. L'analyse de résultats, encore une fois, c'est juste une question de vitesse. L'expert et le chercheur vont avoir les mêmes méthodologies d'analyse de résultats. Sauf que l'expert, sachant exactement où il est, a l'habitude d'utiliser constamment, comme un laborantin, constamment la même méthode pour extraire les mêmes données, donc il ira beaucoup plus vite. L'analyse de résultats est véritablement une épreuve pour le chercheur, c'est véritablement une exploration avec des retours, des machines arrière, des réinterrogations, des expérimentations d'usage dans différentes méthodes. Et donc c'est vraiment une fabrication d'un processus. Et là, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Enfin, l'interprétation théorique. Si l'expert part en général d'un paradigme, parle en général d'une théorie particulière, qui l'habite en tant qu'expert, qui le définit en tant qu'expert, et cherche par tout un processus à retrouver les objets théoriques qu'il a l'habitude de cerner dans des problématiques données, le chercheur, à l'inverse, invente les théories, construit les théories, fait des théories là où il n'y en a pas. Et donc c'est un producteur de théories. Donc vous l'aurez compris, la différence entre l'expert et le chercheur, c'est que l'expert met en application toute une démarche scientifique stabilisée, organisée autour d'un paradigme donné, avec une méthodologie d'analyse qui est éprouvée, un système de collecte de données qui fait souvent sa marque et qui est industrialisé autour de problématiques qui sont extrêmement limitées, sur un terrain limité, sans en chercher une théorie générale, mais expliquant une vérité particulière dans un cas particulier. Le chercheur, évidemment, c'est tout l'inverse. Tous les deux ont un point commun, la démarche rationnelle pensée comme le sérum à l'opinion, comme le sérum aux croyances, comme le sérum à l'irrationalité. Car en effet, la démarche rationnelle a un seul adversaire, l'irrationnel, c'est-à-dire l'opinion et la superstition. Reprenons tout depuis le début. Nous avons un processus de problématisation qui nécessite une collecte d'informations rigoureuse, objective, qui nécessite une méthodologie rationnelle d'analyse des résultats. Puis, une fois qu'on a les résultats qui nous décrivent une réalité, il s'agit de pouvoir les interpréter au regard de toute la connaissance et le savoir que l'on a accumulé. Enfin, on peut découvrir de nouvelles théories, de nouvelles règles, qui est le processus très long, très difficile, auquel aboutit en général le scientifique. Il y a 4 états de rationalité. La pire, la minimum, la néante, c'est l'opinion publique. Qu'est-ce qu'une opinion publique? L'opinion publique, c'est ce sur quoi on se fonde dans 80% des cas. Quand je parle d'irrationalité, quand je parle de superstition, je m'inscris entièrement dans la réflexion d'Herbert Simon. Dans la plupart des situations, nous sommes totalement irrationnels. Nous sommes dans une rationalité extrêmement limitée. La plupart des décisions que l'on prend, on le prend sur des croyances, sur des irrationalités, et on ne sait pas très bien comment on a fait pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, on s'en est encore sorti malgré toute une série d'irrationalités. Donc, l'opinion publique n'existe pas, disait Pierre Bourdieu. L'opinion publique n'existe pas, c'est-à-dire que c'est un construit qui est fondé absolument sur rien. Quand on vient demander à quelqu'un de répondre à un problème qu'il ne s'est jamais posé, dans lequel il n'a strictement aucune information factuelle produite lui-même, dans lequel il n'a pas les capacités ni la méthodologie d'analyser les résultats, relations internationales, économie mondiale, situation sociale, crise religieuse ou culturelle, dans lequel il n'a donc pas du tout le recul nécessaire, puisqu'il n'a ni l'information, ni la méthodologie, ni même la question au cœur de son expérience. Il est incapable de l'interpréter. Et enfin, il ne s'agit même plus de parler de théorisation, car si on le force à avoir une interprétation et en tirer une théorie générale sur un fait dont il ne s'est jamais posé quoi que ce soit comme question, dont il n'a strictement aucune information directe, et qu'il n'est pas en capacité de le résulter, de l'analyser, alors il ne produira qu'une fantasmagorie, qu'un délire, qu'une réflexion complètement arbitraire, une forme de poésie complètement chaotique et arbitraire, qui lui fera lieu et place d'opinions sur lesquelles il va fonder ses décisions et il va fonder ses actes. Vous voyez bien que cette irrationalité, qui peut vous effrayer à ce tableau clinique, est en réalité ce que fait la plupart des gens
moi y compris, au quotidien. Le deuxième niveau, un peu plus évolué, est celui du témoin, celui de l'expérience. Le témoin, c'est celui qui n'avait pas de problématisation a priori, qui n'avait pas de réflexion a priori, mais les choses sont venues à lui. Il a en fait une expérience de la chose, une expérience du phénomène. Cette expérience est totalement parcellaire, ce n'est que son point de vue, mais il a accédé à une collecte d'informations fragmentaires et parcellaires. Ainsi, il a bien pu voir, par l'expérience, surtout s'il a observé ce phénomène plusieurs fois, il a pu dégager des corrélations. Il a pu dégager des règles de présence. Il a pu aussi dégager une certaine essence de l'objet. En voyant plusieurs fois cet objet, en ayant beaucoup d'expérience sur cet objet, il a fini par trouver le point commun, le dénominateur commun qu'il y avait à cet objet. Et en fait, il a pu observer toute une série de phénomènes. Son point faible, c'est qu'il n'est pas très fort en analyse. Du moins, il n'a pas fait de démarche rationnelle, méthodique, objective d'analyse. Ainsi, il va tomber dans des biais cognitifs. S'il a de la chance, les corrélations qu'il va observer vont être des corrélations fondées, et ce seront des vérités assez stables, mais c'est plutôt lié à la chance. Mais la plupart du temps, la corrélation qu'il va fabriquer d'une façon non professionnelle, non méthodique, va être un biais cognitif et va l'amener vraiment à des opinions, à des a priori qui sont totalement infondés. Ainsi, son interprétation sera très fortement biaisée. Non seulement il a un angle de vue, non seulement il n'a vu qu'un petit bout, et ce petit bout est tellement faible par rapport au phénomène qu'il y a de fortes chances que l'échantillon d'expérience qu'il a eu est complètement biaisé par rapport à la réalité. Ensuite, il en a fait une analyse plus ou moins fumeuse, rarement pensée, rarement mise en place. Et donc cette expérience et cette analyse biaisée, parcellaire, va amener une interprétation fumeuse qui bien souvent est fausse. Et donc toute théorisation de ce genre de produit sera là encore un imaginaire, un délire. Évidemment, il y a une marge de ce témoin, il y a une marge de l'expérience, il y a une marge de la prudence. Chez tout témoin, chez toute personne qui vit une expérience, il y a une capacité à être prudent dans ses conclusions, il y a une capacité à être rationnel dans ses conclusions, il y a une capacité à réaliser qu'on n'a qu'un point de vue et qu'il existe sans doute d'autres points de vue et qu'il faut mettre en débat, en discussion les points de vue. Et ce témoin expérimenté est en réalité la figure du citoyen. C'est le citoyen rationnel, celui qui se fonde sur certaines observations qui lui ont été apportées, qui tente une analyse, même si elle est parcellaire, même si elle est faible, mais qui tente une analyse prudente et qui va, dans ses interprétations, maintenir un conditionnel très fort, un doute très fort, mais surtout celui qui va profiter du débat, qui va profiter du dialogue, de la multiplication des points de vue pour essayer de fabriquer quelque chose qui s'approcherait de la vérité, avec l'acceptation de la multiplication de points de vue. Donc le témoin, l'homme expérimenté, le sujet citoyen, c'est celui qui se sait limité dans son interprétation, dans son analyse, mais qui va utiliser la délibération, qui va utiliser la multiplicité des points de vue pour essayer de constituer un savoir des témoins, un savoir amateur qui va produire quelque chose qui se rapproche de la vérité. Le troisième niveau de production de vérité, c'est évidemment l'expert. L'expert, il a, on l'a dit, une problématisation déjà a priori. S'il s'annonce comme expert, c'est qu'il s'intéresse à des problèmes particuliers. Par là même, il va mettre en place une méthode de collecte d'informations et une méthode d'analyse automatisée, industrialisée, systématique, qu'il a largement éprouvée dans une situation précise à propos d'un problème précis. Et donc, son expérience s'est renforcée parce qu'elle s'est concentrée sur un objet donné, sur un problème donné, et il a une maîtrise très bonne de sa méthodologie et de la démarche analytique. Il n'est pas tombé dans les pièges, ou quand il est tombé dans les pièges, il en a tiré une expérience. Il va pouvoir construire une connaissance plus certaine, plus savante, plus rigoureuse. Il a lui-même participé à la délibération, lui-même il a observé plusieurs témoignages, il a utilisé cette méthode dialectique du débat, du regard multiple, du témoin multiple, pour se contredire lui-même et pour mettre à l'épreuve son expertise. Son objectif n'est pas de construire une théorie, mais bien de valider des théories qui ont déjà été éprouvées,
qui sont déjà devenues des vérités communes, et d'utiliser une méthode rigoureuse pour vérifier qu'il est bien dans ce cas de figure. L'expert, ça va être le médecin, ça va être l'ingénieur, ça va être le consultant en marketing, ça va être toute une série d'individus qui sont très proches du scientifique, mais qui n'ont pas du tout le métier du scientifique. Il va s'appuyer sur des théories stables, il va devoir trouver une vérité située à un moment, localement, à un instant T. Le scientifique, lui, c'est celui qui a besoin de beaucoup de temps et de beaucoup de travail et parfois beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, il devient scientifique que quand il s'attache à des problématisations que personne ne s'était posées, à des problèmes et des questions qui ne sont couverts que très faiblement, que par très peu de scientifiques, et qu'aujourd'hui, il faut explorer et découvrir. Donc il se retrouve dans une situation très difficile, parce qu'il se pose même la question du type d'information qu'il doit récolter, de la méthodologie qu'il doit mettre en place, des outils, des dispositifs qui lui permettraient d'observer ce phénomène. Il en tire une analyse à la fois rigoureuse, mais très longue, très incertaine, qui doit se vérifier, qui doit se refaire en permanence, qui doit se problématiser en permanence, et cette analyse doit être très prudente, parce qu'en fait, l'objet auquel elle s'attelle, cet objet est lui très peu connu et très incertain. Il va donc devoir interpréter dans le flou, dans la complexité, dans l'incertitude, et il va avoir besoin de ses pairs, il va avoir besoin de des autres démarches scientifiques, des autres recherches qui ont été faites pour pouvoir essayer de s'approcher de l'objet, pour pouvoir établir à un moment donné à la fois l'essence de cet objet et à la fois les relations qui s'établissent entre les essences. La dispute, l'interrogation, le débat est l'essence même du scientifique. Il ne peut pas être sûr de ce qu'il a produit, parce qu'il avance dans un domaine qui, normalement, si c'est un vrai scientifique, a été extrêmement peu exploré. Et c'est là où on le distingue fortement de l'expert. Un même individu peut avoir la casquette de l'expert comme elle peut avoir la casquette du scientifique. Mais ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même objectif. Ainsi, au bout d'un moment, au bout d'un certain travail acharné qui peut durer plusieurs années et qui parfois est un travail collectif qui peut durer des décennies à plusieurs, finit par s'établir une théorie. Une théorie, c'est quand des objets sont stabilisés dans leur essence et que les relations entre ces objets sont suffisamment stabilisées pour atteindre un certain niveau de généralité. Donc vous voyez, 4 niveaux. L'opinion publique, qui est le pire en fait, et qui hélas dans une démocratie de l'opinion, là où les journalistes se gavent de sondages d'opinion, est véritablement la voie la moins sûre et la plus dangereuse pour la démarche rationnelle. Elle mène en général à des théories fumeuses, elle mène en général à de l'irrationalité, à des croyances, à de la foi, mais elle n'apporte pas de vérité sur un objet ou sur un fait. L'expérience, celle du témoin, oui, mais avec énormément de prudence, avec du collectif, avec du débat, avec de la délibération. Parce qu'on sait que le témoin, c'est-à-dire le processus de connaissance par l'expérience, est quelque chose d'extrêmement fragile, d'extrêmement biaisé, et on ne peut pas se fonder sur l'expérience. L'expérience nous mène souvent, quand elle est faite individuellement, quand elle devient une croyance individuelle, vers l'irrationalité et vers la foi. L'expert, bien sûr, l'expert quand le domaine est suffisamment balisé. Le chercheur, enfin, pour découvrir en permanence des nouveaux champs de connaissances. Les Grecs disaient « Timéo Danaos et dona ferintis » « Méfie-toi des Grecs, même s'ils t'offrent un cadeau ». Bien sûr, la phrase vient de Virgile et elle parle du cheval de Troie, mais en philosophie, en épistémologie, cette phrase veut dire une chose. Méfie-toi de ton expérience, méfie-toi de l'immédiateté, méfie-toi de la croyance qui te vient immédiatement, car bien souvent, elle est le véhicule, elle est le cheval de Troie d'un a priori, d'une croyance. Alors plongeons maintenant un peu plus vers la recherche scientifique, et notamment les sciences humaines et sociales, et notamment les sciences de l'information et de la communication. Il s'agit ici de comprendre très rapidement le monde scientifique, le monde disciplinaire, qui fonde fondamentalement le monde de l'expertise et le monde du consultant. Encore une fois, j'insisterai, il n'y a pas d'opposition entre chercheurs et consultants. C'est deux métiers différents. Par contre, tout consultant, tout expert se fonde nécessairement sur la science. Ou sinon, il n'a aucun fondement à ses propos. Qu'est-ce qu'on voit en général quand on approche les sciences? On voit des disciplines, on voit des laboratoires,
On voit des équipes et on voit un chercheur. Hélas, c'est la pire façon d'approcher la science. Et pourtant, c'est la plus évidente. C'est la façon institutionnelle. C'est la façon disciplinaire. En fait, c'est une question de gros sous. C'est une question d'argent. Toi, en tant que chercheur, tu es embauché par telle équipe qui est à l'intérieur de telle université ou de telle entreprise privée. Et en fait, c'est une question de contrat de travail et c'est une question d'argent. Pour qui je travaille, avec qui, dans quel système de gestion, dans quel type de management, de qui je reçois mes ordres, qui gère mes objectifs, etc., etc. Si je suis chercheur en sciences humaines dans une université publique ou si je suis laborantin dans un laboratoire privé pour une entreprise privée, eh bien évidemment, je ne vis pas les mêmes conditions de travail, je n'ai pas les mêmes objectifs, je n'ai pas les mêmes moyens. Donc ce sont des questions d'argent, d'institution. Et c'est la pire approche pour s'approcher des sciences. En fait, les sciences, il faut démarrer par les paradigmes. Un paradigme, c'est un ensemble de théories mêlées à un ensemble de méthodologies, liées à la construction d'un ensemble d'objets à un moment précis. Donc vous voyez, un paradigme, c'est une accumulation à un moment de recherche, de savoir, qui font qu'à un moment, autour d'un objet particulier ou d'un ensemble d'objets particuliers, se sont stabilisées des théories. Et la relation entre ces théories et ces objets se sont faits à travers un ensemble, un set d'outils méthodologiques particuliers. Cette configuration qui va se stabiliser progressivement grâce souvent à quelques chercheurs pionniers, puis ensuite à une seconde génération qui va renforcer ce paradigme, puis ensuite faire entrer ce paradigme dans l'histoire scientifique en produisant énormément de chercheurs à partir de ce paradigme, ça c'est le véritable objet de la science. À l'intérieur de ces paradigmes, on va avoir des schismes, des débats, des conversations, des ruptures qui vont former des écoles, c'est-à-dire une façon d'interpréter ce paradigme, de l'appliquer, de l'étendre ou au contraire de le restreindre. Et donc ces écoles sont des questions de personnalité, d'époque, de moment, de lieux géographiques ou social, où un paradigme va prendre une certaine forme particulière et va devenir une école, parfois en rupture, parfois en complément d'une autre école. Dans cette école, il y a des chercheurs qui sont en réseau, c'est-à-dire des chercheurs qui travaillent ensemble, qui ont échangé leur savoir ensemble, qui ont fabriqué des projets de recherche ensemble, qui ont co-construit des articles, des objets et des projets de recherche. Donc vous voyez, ces réseaux factuels sont le véritable moteur de la recherche. Le cœur de la recherche, ce sont des réseaux d'acteurs individuels qui vont tomber d'accord pour travailler sur un objet et se référer plus ou moins à un paradigme central. Ce qu'il faut rompre dans la description de la science, c'est la différence entre sciences dures et sciences molles. On parle souvent des sciences humaines et sociales comme des sciences molles et des sciences dures comme les sciences de la matière ou de la biologie ou du vivant. En fait, cette opposition n'a aucun sens. Tout chercheur sérieux sait qu'il n'y a aucune différence entre un linguiste, un biologiste ou un physicien dans sa démarche de travail. Ce n'est pas, en tous les cas, ce n'est pas là que se passe la différence. Moi, j'oppose sciences dures et sciences molles à chercheurs mous et chercheurs durs. Il y a des chercheurs dont la méthodologie reste très évasive, très vague, approximative. Et c'est vrai que les sciences humaines et sociales permettent plus facilement une interprétation poétique, une interprétation évasive, une lecture, disons, relâchée. Par contre, les sciences dites dures, c'est-à-dire biologie, physique, etc., ne permettent pas ce genre de démarche, ne permettent pas ce genre de méthode. Donc c'est pour ça qu'on a une tendance à associer sciences humaines et sociales aux sciences molles et les sciences physiques, biologiques, etc., à des sciences dures. En réalité, il y a une différence entre celui qui établit une méthodologie logique, rationnelle, scientifique, rigoureuse, reproductible, et celui qui va se permettre une expérimentation ouverte, qualitative, interprétative, subjective, personnelle. À ce moment-là, on ne parlera plus de science, on parlera d'expérience cultivée, d'expérience savante. Et il y a bien une opposition en sciences humaines et sociales entre ceux qui prônent cette expérience extrêmement ouverte, cette discussion extrêmement ouverte, qui serait plutôt dans la démarche de l'expérience savante, et ceux qui prônent des sciences, c'est-à-dire une méthodologie, une construction, une rationalité et un processus d'analyse. Derrière ces deux cas de figure, il y a évidemment une seule et même démarche, celle de construire la vérité.
Et en effet, trop de rigueur, trop d'objectivisme peut enfermer l'expérience que l'on a d'un objet et nous faire ne plus voir à un moment ce que parfois l'expérience ouverte, le témoignage ouvert, la pérégrination peut permettre de saisir. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la sociologie compréhensive, par exemple, même les sciences dures, s'ouvrent de plus en plus à des méthodologies non rigoureusement scientifiques. Parce que justement, la fermeture méthodologique peut amener parfois à créer des angles aveugles et qui permet parfois de ne pas voir des objets que justement le Kidam ou le Totachaka voit par son expérience ouverte. Parfois, on peut être surpris en tant que Kidam de voir qu'un scientifique ne perçoit pas une évidence pour soi. Parce que cette réceptivité, cette ouverture permet de percevoir des objets que le scientifique, dans sa rigueur méthodologique, risque de ne plus voir au bout d'un certain temps. C'est comme ça que parfois, la question, par exemple, de la méditation transcendantale peut venir impacter à un moment les sciences médicales et les sciences biologiques en montrant qu'il y a une corrélation entre une pratique de méditation et des comportements thérapeutiques, voire biologiques et physiques, qui est une évidence depuis 4000 ans pour tous les moines bouddhistes et pour tous ceux qui font de la méditation transcendantale, la transformation du système cognitif, le rapport entre méditation et guérison, qui sont de plus en plus qui sont évidents depuis très longtemps pour toute une série d'individus qui en font l'expérience concrète, multiple, et donc ce n'est pas du délire non plus, et des scientifiques qui, à un moment, avec leur méthodologie, ne peuvent pas apercevoir cet objet et qui le refusent pendant des siècles, qui le refusent pendant des décennies, avant de comprendre, grâce à leur méthode, qu'il y avait bien un objet scientifique, par exemple, dans la méditation transcendantale. Donc depuis 300 ans, il y a un véritable combat profond entre la croyance, l'irrationnel, le fait de faire des associations arbitraires, poétiques, et de les déclarer avec véhémence vérité, et la démarche scientifique. Pourtant, vous voyez, à mon propos, les choses ne sont pas blanches et noires, car l'expérience, le témoin, celui qui observe avec prudence, vit parfois une expérience de vérité qui n'est pas encore formalisée scientifiquement, mais qui est quand même le fondement d'une expérience qui aide à prendre des décisions et qui aide à s'ancrer dans un monde rationnel. Alors il est très difficile de s'en sortir dans cette prolifération de disciplines, parce qu'évidemment, tout le monde y va de sa propre discipline, de sa propre sous-discipline. En fait, on peut résumer toutes les disciplines que l'on connaît à 3 niveaux disciplinaires qui sont liés directement aux objets que l'on doit étudier. D'abord, il y a les objets déterminés, ceux qui sont totalement déterminés par leur environnement, parce que ce qui leur arrive. Un objet qui est totalement déterminé va établir un ensemble de sciences autour de lui qui cherchent justement les facteurs qui le déterminent et qui le transforment. Évidemment, on va penser à la physique, à la chimie, ce qu'on appelle communément les sciences dures, à la biochimie, à la biologie. En fait, la particularité de cet objet, c'est qu'il n'a pas d'intention, c'est qu'il ne se détermine pas lui-même, c'est qu'il n'y a pas en lui une source de détermination. Quand vous posez un verre sur une table, si le contexte n'a pas du tout changé et qu'il ne change jamais, si rien n'advient au verre, le verre restera là où il est, il n'aura aucune autodétermination. Toute transformation que vous observerez dans ce verre viendra de l'extérieur de ce verre. Bien sûr, ce verre réagira à sa façon, selon sa nature, etc., etc. Donc, les sciences des objets non déterminés, du moins déterminés par l'extérieur, sont une couche de science particulière. S'oppose à cela, évidemment, les sciences de l'autodétermination. Quand on traite d'un objet à qui il arrive quelque chose, donc il existe des déterminations extérieures, mais que cette détermination extérieure rencontre une détermination intérieure, une source intérieure, une autodétermination, et qui va faire que la détermination extérieure ne sera qu'une partie de ce qu'il advient à l'objet. Évidemment, on pense bien sûr à la définition du vivant, les sciences du vivant. Les sciences du vivant, c'est toute science qui s'intéresse à un objet qui a certes un contexte extérieur qui le détermine, mais qui a une force intérieure, qui a un mouvement intérieur. Pour l'humain, on parlera d'une intention intérieure, qui va elle aussi déterminer son propre objet, l'autodéterminer. Et en fait, la décision entre les deux
vient autant de l'autodétermination que la détermination extérieure. Ces sciences ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles rentrent dans un objet extrêmement complexe, extrêmement difficile à saisir. Et cet objet complexe, cet objet extrêmement difficile à saisir, on ne l'utilise pas. Les méthodologies qu'on utilise sont très particulières. On utilise fréquemment la statistique, la probabilité. Et ce sont des objets qu'il faut appréhender avec une série d'outils, une série de méthodes qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les sciences dures dans lesquelles on peut prédire une détermination et on peut créer une reproductibilité en laboratoire beaucoup plus ferme, beaucoup plus solide parce que les lois sont beaucoup plus stabilisées. Je n'allais pas dire beaucoup plus simples car la physique c'est extrêmement complexe, mais du moins dont on peut présupposer qu'elles sont reproductibles à l'infini. Alors que dans les sciences du complexe, c'est-à-dire dans les sciences du vivant, dans les sciences où autodétermination et détermination externe multiplient les situations possibles, et bien alors là, la reproductibilité devient extrêmement difficile. On ne peut parler que de probabilité, que de chance. Je distinguerai cette science de l'objet autodéterminé à la science des représentations, qui est la troisième couche, qui est propre aux sciences humaines et sociales, qui est la couche du langage. Chez l'homme, il y a une faculté particulière qui est celle de représenter dans le langage tout ce qui lui arrive et tout ce qui arrive au monde. C'est-à-dire une peinture, une fresque continuelle, qu'elle soit rationnelle ou irrationnelle, qu'elle soit symbolique ou scientifique, une fresque du réel. Et ce processus du langage, ce processus qui est la production de la connaissance et du savoir, du discours, de la communication, ce processus fondamentalement communicationnel est un objet très particulier, encore plus complexe, puisqu'il se joue de la réalité, il se joue de la détermination réelle, puisqu'il est autosuffisant en lui. Ce processus de communication, de représentation peut se produire lui-même en permanence dans une extrême liberté, ou du moins dans une détermination encore plus complexe. Donc vous voyez, l'objet communicationnel, l'objet de la représentation est un objet insaisissable, très complexe à suivre, dans lequel justement les méthodologies demandent encore plus d'appréhension de l'incertitude, encore plus de réflexion à partir d'objets imperceptibles et très difficilement traçables et reproductibles. Donc là, on est vraiment dans les sciences de la représentation. Traditionnellement, les sciences humaines et sociales font partie de cette science de la représentation. En fait, si l'on réfléchit bien, les sciences de l'homme appartiennent aux trois niveaux. L'homme n'est qu'un objet particulier dans la discipline. Et si on parle de sciences de l'homme, on peut imaginer les sciences qui traitent l'homme comme un objet physique. Deuxième couche chez l'homme, il y a l'homme en tant que comportement. Les sciences du comportement, sociologie, psychologie comportementale, toute une science économie, va étudier l'homme dans ses comportements, dans ses actes, dans ses pratiques, et dans la détermination de ces actes et de ces pratiques d'une façon objective. Enfin, dans l'homme, il y a particulièrement la production de son imaginaire symbolique, la représentation qu'il a en permanence de sa réalité et la façon dont il produit cette réalité. Et ça, c'est propre aux humanités, aux sciences humaines et aux disciplines telles que la philosophie, l'histoire, la littérature, les sciences de la communication, etc., etc. Vous voyez donc, l'homme est un objet particulier dans les objets scientifiques qui peut être étudié selon les trois niveaux disciplinaires, en tant qu'objet déterminé, en tant qu'objet s'auto-déterminant et surtout en tant qu'objet produisant des représentations de lui-même. Enfin, pour complexifier un petit peu, mais on essaie de rester dans un schéma le plus simple possible, il existe des sciences transversales. En fait, ce qui les anime, ce n'est pas leur démarche scientifique, mais leur application à un champ pratique. Les sciences appliquées, telles que par exemple la médecine, qui est une science appliquée aux patients et qui mobilise énormément de disciplines, psychologie, biochimie, sciences des comportements, psychologie comportementale, pharmacologie, etc., etc. Vous voyez, des disciplines qui appartiennent aux trois niveaux et qui vont permettre aux médecins de pouvoir appliquer un ensemble de sciences sur un cas particulier qui est celui de la thérapie et de la pathologie, de la lutte entre pathologie et dispositifs thérapeutiques. Les sciences de l'information et de la communication sont ce genre de disciplines. Ce sont des disciplines transverses qui vont piocher à énormément de disciplines dans l'application particulière
d'une pratique particulière qui est la communication humaine en société. Les hommes communiquent entre eux et par là même fabriquent leur environnement social. Et cette pratique particulière, on va piocher dans des disciplines comportementales, on va piocher dans des disciplines de la représentation, philosophie, linguistique, etc., pour pouvoir essayer de comprendre ce qui amène à un moment à ce que les pratiques communicationnelles puissent amener à des situations harmonieuses ou au contraire des situations conflictuelles, des situations qui peuvent être douloureuses pour le groupe humain, etc., etc. Les sciences de l'ingénieur, on a là aussi typiquement une science pluridisciplinaire qui va être là orientée autour d'un champ technologique, d'un objet particulier dont on veut qu'il devienne efficace, dont on veut qu'il puisse produire quelque chose à un moment donné. Donc ces sciences ont cette particularité d'être des sciences interdisciplinaires ou multidisciplinaires, et ces sciences interdisciplinaires sont orientées vers l'application à un moment dans un champ donné. Elles sont en effet proches de l'expertise. C'est souvent des sciences qui sont un peu à cheval entre les sciences à proprement parler, qu'on dirait pures, mais ce n'est pas un argument très pertinent, entre les sciences pures et l'expertise à proprement parler, c'est-à-dire le domaine d'application à proprement parler de savoir et de science à un cas concret. Donc voilà, grosso modo, une façon de comprendre la répartition scientifique. Que fait-on par la science dans le monde? En fait, on essaie de comprendre les objets inertes, on essaie de comprendre les objets complexes, on essaie de comprendre cette particularité très forte du vivant, et qui n'est pas, je pense, réservée à l'être humain, de la représentation, de la production du signe comme représentation de sa réalité. Donc, maintenant, il va falloir comprendre la démarche scientifique à proprement parler. En fait, la démarche se résume en 4 étapes, que je décomposerai en 12 moments. Et ces 12 moments et ces 4 étapes fonctionnent aussi bien pour un consultant que pour un chercheur. Pour autant, le consultant ira très vite parce qu'il aura industrialisé toutes les réflexions nécessaires, alors que le chercheur, lui, a besoin de temps. Le consultant est là pour répondre à des situations concrètes à un moment concret. Et c'est pour ça que le consultant, en général, fait partie du monde privé, de l'entreprise privée. Il est financé pour ça, il est payé au résultat. Le chercheur, lui, c'est strictement l'inverse. Et il est très très dangereux aujourd'hui de confondre le chercheur en expert ou de vouloir que le chercheur devienne un expert. Parce que quand le chercheur devient un expert, il n'y a plus personne qui fait son travail de chercheur. Et quand l'expert se dit être un chercheur, c'est qu'il comprend très très mal ce qu'est la recherche, et donc il enfonce des portes ouvertes, il étouffe la recherche, et il n'y a pas grand-chose qui avance. Donc la première étape, il s'agit de problématiser l'objet, de comprendre où est le problème, en quoi c'est un objet scientifique ou un objet d'expertise qu'il va falloir éclairer. Pour cela, évidemment, on part du contexte, on part de son environnement social. On découvre que quelque chose est exprimé comme un problème. Qui exprime ce problème? Pour le chercheur, ça peut être lui-même. Il peut décider qu'au regard de sa discipline, qu'au regard de ses pairs, il fixe dans sa communauté scientifique cet objet comme un objet nouveau, comme un objet problématique qui n'a pas été ouvert. Le chercheur peut très bien se prendre lui-même comme client, c'est très souvent le cas, ou en général, il va prendre la communauté des pairs, sa communauté scientifique, qui a avancé à un moment sur un objet, et il va pointer que dans cet objet, il y a un champ quelque part qui a très mal été éclairé, et qui se propose de l'éclairer parce qu'il a des intuitions. Il pense qu'il est capable d'avancer dans un domaine particulier. Donc c'est toute la communauté de la recherche, tout un groupe de recherche, les fameux réseaux, la fameuse école, qui va pointer à un moment des contextes scientifiques dans lesquels un objet de recherche est très mal éclairé. Pour l'expert, c'est tout simplement un client, une entreprise particulière, une administration particulière, une aire géographique particulière qui a un problème et qui appelle l'expert pour venir l'éclairer sur la nature de ce problème. À partir de là, évidemment, nous allons mobiliser les théories. Cet objet a bien été éclairé, peut-être pas de la bonne façon, peut-être pas dans le bon angle, mais en tous les cas, beaucoup de théories ont déjà été établies de manière scientifique, et beaucoup d'études, beaucoup d'expertises ont été produites sur des objets similaires, sur des situations similaires. Il faut à un moment faire l'état de l'art. Il faut à un moment comprendre quelles sont les théories mobilisables, qu'est-ce qu'on sait déjà sur cet objet, qu'est-ce qu'on a compris par ce problème,
comment il pourrait être résolu. Là encore, une différence entre l'expert et le chercheur. L'expert va chercher la théorie qui va lui servir à éclairer l'objet. Alors que le chercheur, lui, va faire un état de l'art pour découvrir justement quelle théorie n'a pas encore été produite. Parce que s'il ne découvre pas quelle théorie, quelle hypothèse, quels objets n'ont pas encore été éclairés, s'il découvre que des théories expliquent déjà très bien son objet, eh bien le chercheur, lui, perd son objet de recherche, il n'a aucune raison de faire une recherche, il s'arrête là. Alors que l'expert, bien au contraire, c'est là qu'il va trouver la justification de son expertise. C'est parce qu'il a une théorie particulière, qui éclaire très bien son objet et qui peut expliquer l'objet, qu'il va commencer sa démarche d'expertise. Le troisième moment, c'est le moment où on va mobiliser les expériences. Le chercheur ne travaille jamais tout seul, il travaille avec une équipe, parfois de techniciens, parfois d'ingénieurs de recherche, mais souvent avec d'autres collègues chercheurs. Donc il forme une multirationalité. C'est ce cercle d'expertise qu'il va mobiliser pour pouvoir réfléchir à son objet. Il a toute une communauté scientifique. Parfois, il peut travailler avec son commanditaire, qui lui n'est pas nécessairement un chercheur. Et il peut débattre avec une communauté d'ingénieurs ou d'experts justement dans un champ donné. Le chercheur peut s'ouvrir à l'expertise, peut s'ouvrir à son commanditaire, mais il s'appuie surtout sur ses ingénieurs, sur ses pairs, voire sur sa hiérarchie pour réfléchir à son objet de recherche. L'expert, lui, au contraire, va plutôt se baser beaucoup sur son terrain. Il va essayer de trouver des témoins typiques qui pourraient être des aides, qui pourraient apporter une expérience, un regard de terrain sur son objet. Évidemment, il va s'appuyer aussi sur les autres experts, et particulièrement sur son commanditaire. Quatrième élément, une fois que toute cette connaissance, que ce soit la connaissance d'expérience, la connaissance de terrain ou la connaissance scientifique, aura été mobilisée, et une fois que l'objectif de recherche aura été fixé, vous avez bien compris que l'objectif de recherche, ce n'est pas l'objectif d'expertise, eh bien, il faudra définir des hypothèses. Les hypothèses et la problématique, c'est principalement qu'est-ce qu'on va essayer d'expliquer. Quel objet nous allons observer et quel type de relation on va essayer d'étudier par rapport à un autre objet. Une hypothèse, elle peut être réduite à une chose très simple. C'est un objet conceptuel relié à un deuxième objet conceptuel dont on essaye de réfléchir à la relation. Et cette relation, qui sera révélée par des corrélations, pourra à un moment être tirée par l'interprétation comme une explication. Et ce travail est très délicat et très difficile, mais à un moment, pour avoir un objectif de recherche, comme pour avoir un objectif d'expertise, il faut à un moment cerner un objet relativement simple, relativement rigoureux, mais stratégique. On étudie quelque chose de simple, mais cet objet-là est stratégique pour expliquer le phénomène problématique que l'on a dégagé jusque-là. La deuxième étape est purement professionnelle. Cette étape est essentielle, c'est la capacité de designer une méthodologie d'étude. Fabriquer une étude qui va permettre d'aller extraire les données, produire une analyse et faciliter l'interprétation. Dans ce design d'étude, la première chose, c'est de tirer des hypothèses, des concepts et des relations, justement un ensemble de variables, un ensemble d'indicateurs, quelque chose d'objectivable, quelque chose que l'on peut observer dans sa variation et dans sa multitude. Ce set de variables, la fabrication de ce questionnaire, de cet ensemble d'indicateurs, est l'art premier du scientifique, comme elle est l'art premier de l'expert. Sauf que le scientifique, la plupart du temps, il doit les fabriquer, il doit l'inventer, alors que l'expert, la plupart du temps, du fait de cette industrialisation, va sortir justement un set de données connu. Aux États-Unis, il est assez courant de breveter justement des questionnaires, des sets de données, parce que dans des situations particulières, elles se sont avérées être très efficaces pour analyser un objet particulier. L'industrialisation scientifique aux États-Unis est quelque chose de très organisé, très financiarisé, pour un objet donné que l'on essaie de révéler, l'intelligence d'un enfant, ses pathologies psychologiques, etc., etc., on va avoir, pour un objet donné, très clairement déterminé, des sets de données qui seront vendus, des méthodologies, et parfois vendus avec des outillages, avec des techniques. Et donc vous verrez que ce set de variables est industrialisé et financiarisé.
Pour le chercheur en général, c'est la constitution même du set de variables, la constitution même de cet ensemble d'indicateurs qui donne objet, qui donne un sens à la construction de ces concepts. La deuxième étape, c'est préparer l'observation. Il va falloir observer une population particulière. Et comme on ne peut pas observer la population dans son entier, il va falloir réfléchir à ces questions d'échantillonnage. Quelle population on étudie? Comment on récupère un échantillonnage? Comment cet échantillon est représentatif de la population? Dans quelle situation d'enquête je me trouve? Qu'est-ce que ça pose problème dans la généralisation de mes résultats? Pour l'expert, la plupart du temps, il n'y aura pas trop de questions, puisque s'il occupe un terrain donné et que s'il en a l'autorisation, il peut facilement accéder à cette population. Et la construction de son échantillonnage devrait être en général assez simple, assez rapide, ce qui n'est pas le cas du scientifique. Le scientifique, en général, travaille dans des populations très générales auxquelles il n'a pas accès et il va devoir réfléchir à sa méthode d'échantillonnage. Un des enjeux majeurs de la recherche sur sa véracité et sur sa généralisation, c'est la question de la population et de son échantillon. Beaucoup de disciplines ont énormément de difficultés à établir une population, à établir une méthode d'échantillonnage qui permette la généralisation. Évidemment, il y a plein de méthodes, elles se discuteront plus tard sur la question de l'échantillonnage. Enfin, il faut organiser la collecte de données. Et la collecte de données, c'est souvent des outils, c'est souvent des techniques, c'est souvent des méthodes, c'est souvent aussi des autorisations. Laboratoire, expérience, enquête de terrain, observation en direct. Il y a des problèmes juridiques, des problèmes politiques, des problèmes sociologiques, des problèmes technologiques. Il faut être capable de mettre en place des dispositifs d'outils pour récolter les données. Des problèmes financiers. Parfois, les recherches demandent énormément d'argent. Regardez les archéologues, regardez la recherche sur les ADN, la génétique. Parfois, il faut demander, regardez la recherche en physique. Parfois, les dispositifs, les plans de collecte demandent vraiment une mobilisation. C'est en général là que l'argent va. L'argent, quand elle est demandée dans un projet, c'est souvent pour pouvoir réaliser une enquête, c'est-à-dire, typiquement ici, pour pouvoir construire un plan de collecte faisable. Donc vous voyez, à ce stade-là, on a un projet de recherche. Ce projet de recherche, c'est à ce stade-là en général qu'on demande des financements en recherche. C'est une fois qu'on a ce projet de recherche que l'on va appeler des financeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour pouvoir réaliser la recherche. Chez le consultant, il n'a pas ce genre de problème puisque l'argent, il l'a eu bien avant. Puisqu'il a pu tout de suite montrer sa méthodologie, son design, sa méthode, qu'elle est vérifiée, qu'elle est stabilisée, qu'elle a déjà fait ses preuves. Et donc, il a en général l'argent très vite. Et cette méthode de présentation a été très rapide. Encore une fois, confondre chercheur et expert, c'est très dommageable pour l'expert comme pour le chercheur. Quand un chercheur cherche, il est fragile sur ce domaine. Il ne sait pas très bien où il va. Il a des expérimentations. Il va tester quelque chose. Il n'est pas sûr même qu'il va pouvoir mettre en place son plan de collecte. Et ce chercheur-là a besoin de financement pour expérimenter et inventer des plans de collecte, inventer des nouveaux designs. Quand, dans les projets de recherche, les financeurs exigent une certitude qu'ils ont l'habitude d'observer chez un expert, qui lui n'invente rien, qui ne fait qu'appliquer et utiliser ce que les chercheurs précédents ont trouvé. Alors, ils étouffent la recherche, ils étouffent l'innovation, ils étouffent l'expérimentation. Il faut être capable, dans le financement de la recherche, de comprendre qu'il s'agit ici d'innovation, d'exploration, de création. À la manière des startups, 8 recherches sur 10 ne mèneront à rien. Elles auront été des expériences. Ça ne veut pas dire qu'elles auront servi à rien. Ça veut dire surtout qu'elles auront été une expérience dont on peut tirer énormément d'enseignements pour tenter une nouvelle expérience. Le chercheur échoue principalement, c'est sa nature, puisque principalement il est parti dans un domaine totalement inexploré. Donc il ne faut pas lui appliquer des critères que l'on applique à l'expertise. À l'inverse, un expert qui ne connaît pas sa méthodologie, qui n'a pas su la mettre en application, qui a échoué à collecter ses données, a fait une faute professionnelle très grave. Il s'est pris pour un chercheur et il a expérimenté une recherche avec des financements d'expertise. Donc en général, ça lui retombera vite sur le nez. Troisième étape, le recueil de données. Là, il s'agit vraiment du management. Il s'agit de conduire à un moment un projet. Il faut s'assurer de la qualité de la collecte de données, des procédures qui sont mises en place, vérifier qu'il n'y a pas d'altération pendant la collecte des données. Ce moment-là est un moment de professionnalisme qui exige management, rigueur,
surtout quand les équipes sont très larges, surtout quand il y a des prestataires externes, surtout quand il y a des petites mains. Tout ce travail-là est véritablement celui d'un manager, d'un chef de projet qui va devoir conduire un projet avec qualité. Toute erreur de la qualité, toute erreur de la management, toute erreur du suivi de ce processus a des conséquences désastreuses sur la science. Parce que souvent, les erreurs qui s'introduisent à l'intérieur du recueil de données sont des erreurs très difficilement perceptibles, très difficilement détectables, et elles peuvent amener, évidemment, en fin de chaîne, à des conclusions totalement erronées. Une fois qu'on a ces données, on a l'impression que la recherche est finie. On a enfin extrait une base de données, un set de données, à travers un objet qui a été pensé, réfléchi, étudié. Il va falloir maintenant nettoyer ce set de données, car la plupart des données arrivent d'une façon imparfaite, ou parfois il faut concaténer des données arrivant de plusieurs sources. Il y a tout un travail minutieux, de petites mains, d'ingénierie, dans lequel ce set de données doit être nettoyé. Mais après le nettoyage, ce set de données doit être enrichi, recodé. À partir des données brutes que l'on a, on va produire des données secondes, des données filtrées, des données qui sont recodées, que l'on transforme selon une autre nature. Par exemple, prenons un texte. Pour étudier un texte, on va devoir le recoder selon des procédures. Les informaticiens ne vont pas recoder un texte comme un linguiste, comme un spécialiste en stylistique. Donc vous voyez, un corpus texte va devoir, d'un corpus texte qui est une donnée brute que l'on a extrait à un moment donné, il va falloir refabriquer des variables utilisables dans la problématique que l'on a mis en place. Ça, c'est la méthode du recodage. Il existe des techniques de recodage, il existe des outils de recodage. Il y a toute une science du recodage qui permet à partir de données brutes d'extraire de nouvelles données qui sont pertinentes dans l'analyse. Enfin, le métier de chercheur tel qu'on le connaît, mais regardez, il arrive en 4e étape. Il s'agit ici de la 10e, 11e et 12e étape. C'est en fin de course que l'on parle du chercheur. Toutes les étapes précédentes qui sont essentielles, qui sont pour moi le vrai cœur de la recherche, sont en réalité très très peu connues et on s'intéresse principalement au chercheur une fois qu'il se met à analyser ces données, à faire les traitements statistiques, les traitements qualitatifs pour essayer de comprendre les régularités, les règles, les catégories, les sociotypies qui vont permettre de dégager de ce chaos informationnel des structures, des relations, des systèmes. Le processus d'analyse, là on reconnaît bien le chercheur tel qu'on le voit dans le sens commun. Une fois qu'on a l'analyse, une fois qu'on a une description, une fois qu'on a dégagé de ce chaos informationnel des objets, et que ces objets, on les a connus dans leurs proportions, dans leur variabilité, qu'on a vu la relation qu'a cet objet avec tel ou tel facteur, qu'on a vu qu'il y avait des règles stables de corrélation, il s'agit maintenant de donner sens. Et il ne faut pas confondre l'interprétation et l'analyse. L'analyse, elle peut être rigoureuse, elle est objective. Par définition, si vous êtes un scientifique ou si vous êtes un expert rigoureux et professionnel, votre analyse est non seulement objective, mais elle est reproductible. Par contre, l'interprétation va poser problème. Parce que ce qu'on a construit, c'est un objet extrêmement limité de la réalité. C'est une fenêtre, c'est un schéma, c'est un brouillon très simple, très rigoureux, mais très simple. C'est un plan d'architecte, ce n'est pas le bâtiment. On ne voit plus le bâtiment. On a en face de nous un objet qui est une sorte d'ersatz, qui est une sorte d'avatar de l'objet complexe que l'on a essayé d'appréhender. Il va falloir donc comprendre, aux régularités de cet avatar, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'objet que l'on voulait étudier. En regardant cet avatar, en regardant cette articulation à l'intérieur de cet objet construit, réduit de la réalité complexe que l'on veut étudier, eh bien, il faut en tirer des conclusions sur cette réalité. Et là passe la partie d'interprétation. Et l'interprétation est nécessairement conditionnelle. Si on est prudent, je n'accède pas à cet objet. Il m'a fallu une démarche extrêmement complexe pour fabriquer un ersatz, un prototype, une sorte de petit avatar de ce monde complexe. Donc, une fois que je vois la régularité à travers mon tableau de bord du monde complexe, une fois que je vois les règles, une fois que je vois les objets variés, je dois en déduire ce qui se passe dans le réel, sans accéder à ce réel. Et ça, c'est l'interprétation. Et c'est pour ça que l'interprétation est nécessairement conditionnelle. Elle est nécessairement remise en cause. Elle est nécessairement débattue. Tout chercheur qui tire une interprétation sur un phénomène se verra contredit, se verra débattu, parce que justement,
d'autres façons de regarder le monde complexe, d'autres fenêtres, d'autres angles de vue, n'ont pas du tout vu les mêmes régularités. Et va, au fur et à mesure de fenêtres, de représentation sur un objet complexe, se dégager un objet qui normalement se stabilise à un moment donné. Mais c'est jamais définitif, c'est jamais périn, c'est le principe de la recherche. Enfin, le mieux est justement de mettre à l'épreuve cette interprétation, en la discutant, en la communiquant, en la présentant. Et justement, il faut que cette discussion, que ce soit à l'intérieur même de cette démarche rationnelle, ça veut dire on peut discuter de ses propres interprétations, on regarde des interprétations d'autres chercheurs. On a lu les interprétations des autres chercheurs et on peut se mettre à discuter de l'étrangeté de sa propre interprétation par rapport aux étrangetés. Soit on est conforme à ce qui se dit, et donc on a retrouvé à peu près la même chose, alors qu'on avait pris un angle complètement différent, un aspect complètement différent, des méthodes différentes, on a retrouvé en fait, on a la même interprétation que nos collègues de telle ou telle école, de tel ou tel paradigme. Mais on peut au contraire être en rupture, considérer que rien de ce qui avait été dit sur la science, sur l'objet complexe, n'avait éclairé ce qu'on avait dit, voire même nous rentrons fortement en contradiction avec ce qui avait été dit. Et c'est là où le chercheur peut ouvrir des brèches, peut remettre en cause, peut faire s'effondrer des paradigmes, parce qu'il ouvre des perspectives qui sont radicalement nouvelles. La communication et la discussion de la recherche, c'est le cœur de la recherche. Ce n'est pas un ersatz, il n'y a pas de chercheur qui n'ait pas communiqué, débattu et discuté de sa recherche. Il l'a fait pour ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit faire pour se rendre célèbre, pour être connu, pour être payé. Non, non, non. Le cœur du chercheur, c'est justement de se poser la question de comment son petit éclairage minuscule de cet objet complexe que l'on étudie parfois depuis des siècles, comment cet objet, cet éclairage minuscule rentre dans un débat, rentre dans une discussion entre scientifiques. Et là, nous arrivons vraiment au travail du chercheur. L'expert, pendant ce temps-là, lui, normalement, il doit s'inquiéter si ses résultats sont très très loin de ce que connaît sa théorie. Il était censé mettre en application un objet connu, une méthode connue, et la rendre effective pour un cas particulier. Donc quand il se retrouve dans une situation où justement ses résultats et son interprétation ne correspondent à aucun cas qui a été fait, alors là, il a un vrai problème en tant qu'expert. C'est-à-dire que il a observé quelque chose qui ne rentre dans aucune case des théories, aucune case de la méthodologie, et là, il doit déclarer forfait et, au contraire, passer la main au chercheur. L'expert, il est là pour retrouver quelque chose de connu, quelque chose qui a déjà été pensé, déjà été réfléchi comme un probable de l'objet complexe qu'il a étudié. Voilà, j'espère que, après cette courte, mais à la fois longue explication, vous comprenez que la démarche rationnelle, c'est le noyau qu'il y a entre expertise et recherche. Expert et chercheur, c'est deux choses différentes, pourtant c'est la même profession. Voilà, je vous laisse avec cette idée. Merci.